bien, bonjour à toutes et à tous, grands et petits, et à nouveau bienvenue sur ma chaîne. Donc là, nous allons maintenant voir, je dirais, le château de Chaumont-sur-Loire. Donc j'ai fait quelques petits documentaires sur celui-ci. Vous allez voir, c'est un très beau château également, une très belle forteresse. Oui, on peut dire, ça ressemble en tout cas à une forteresse médiévale. Et celui-ci donc est un château, je dirais un château médiéval. Voilà. En tout cas au niveau architecture, cela lui ressemble. Et donc au travers de ce petit documentaire et des suivants en tout cas, je vais vous raconter un petit peu également son histoire. Voilà, donc nous partons, comme je vous le disais, de notre point de chute, c'est-à-dire donc du gîte où nous nous trouvions avec mon épouse, de la maison d'hôte tout au moins, et nous allons nous diriger vers Chaumont-sur-Loire. Alors le château de Chaumont-sur-Loire se trouve sur les bords de la Loire, bien sûr, alors entre Amboise et Blois. Il est situé donc sur je dirais le dernier fleuve sauvage d'Europe. Il a été récemment inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et bien sûr fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques sur la liste donc en 1840. Donc là nous traversons en même temps, vous voyez, la campagne, je dirais, de la région de la Loire. Vous voyez, je vous laisse un peu visiter, donc comme dans les précédents, on peut voir un peu toute cette nature, beaucoup de verdure, c'est vraiment très joli. Alors j'en reviens un peu donc à l'histoire du château de Chaumont-sur-Loire. Au Xe siècle, Eudes Ier, comte de Blois, fait construire une forteresse pour protéger la ville de Blois contre les attaques des comtes d'Anjou. Donc Eudes, nous en avons un peu parlé également, si vous vous souvenez, lors je dirais, des petits documentaires que j'ai fait sur Montpoupon, le petit château de Montpoupon. Alors le chevalier Normand Gueldin reçoit Chaumont et consolide la forteresse. Sa petite nièce, quant à elle, donc Denise de Fougères ou de Pont-le-Voix, ayant épousé en 1039 donc Sulpice Ier d'Amboise. Le château va donc passer dans la famille d'Amboise et ce pendant 5 siècles, les 5 siècles qui vont suivre. Vous voyez, au fur et à mesure, nous traversons donc quelques petits villages également. On peut y voir de jolies petites maisons. Alors, je continue un peu mon histoire donc sur Chaumont, sur le château de Chaumont. Louis XI ordonne en 1465 de brûler et de raser Chaumont pour punir Pierre d'Amboise de s'être révolté contre le pouvoir royal lors de la Ligue du bien public. Rentrée en grâce, la famille d'Amboise est autorisée à reconstruire celui-ci, c'est-à-dire bien sûr le château. C'est son fils Charles Ier d'Amboise qui l'entreprend de 1469 à 1481, en édifiant notamment l'aile nord, faisant face à la Loire, qui aujourd'hui d'ailleurs, celle-ci a disparu. La porte d'entrée précédée d'un double pont-levis est enserrée par 2 grosses tours rondes que l'on a pu voir sur la photo qu'il y a eu au début de mon documentaire. Celles-ci, vous avez pu le voir, sont massives, dotées de machicoulis et de chemins de ronde.
Contrairement à l'usage, le donjon central est abandonné au profit de la tour ouest, dite tour d'Amboise, destinée à planter l'étendard du Seigneur des lieux. Là, voyez-vous, nous approchons d'ailleurs du domaine du château de Chaumont-sur-Loire. En même temps, je vous fais visiter un peu donc le petit village où se trouve le château par lui-même. Alors, pour reprendre un peu l'histoire de Chaumont-sur-Loire, de 1498 à 1510, Charles II de Chaumont d'Amboise, assisté par son oncle, donc le cardinal Georges d'Amboise, ministre de Louis XII, poursuit quant à lui la reconstruction dans un style déjà marqué par la Renaissance, tout en conservant la même allure générale fortifiée. Comme je vous le disais, c'est vrai qu'on a l'impression que ça ressemble à une forteresse. Mais bon, une forteresse en général n'a pas d'ouverture, tandis que là, bien sûr, on y voit beaucoup d'ouvertures, et que ce soit au niveau des façades et des tours. Donc c'est pour cela je dirais que c'est un château. Voilà. Un très joli château d'ailleurs, très belle architecture. À la fin de 1559, donc peu après le décès accidentel d'Henri II, Catherine de Médicis, qui possède le château depuis 1550, va donc l'échanger, je dirais, le donner, comme c'est ce qu'on a vu un peu dans l'histoire de Chenonceau, à sa rivale, donc Diane de Poitiers, qui, comme je vous l'avais expliqué au château de Chenonceau, lors de l'histoire du château de Chenonceau, celle-ci, donc Diane de Poitiers, était la maîtresse du défunt roi, donc d'Henri II. Et donc, je dirais que Catherine de Médicis va évincer donc la maîtresse donc du roi, Diane de Poitiers, et échanger, on va dire, le château donc de Chenonceau contre le château de Chaumont-sur-Loire. Et celle-ci va donc devoir aller à Chaumont-sur-Loire et y rester. À la mort de Charlotte de la Marque, qui était la petite fille de Diane, donc en 1594, le château est hérité par son époux, Henri de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, qui le revend à un fermier général des Gabelles nommé l'Argentier. Vous voyez, tous les châteaux ont un petit peu leur histoire, leur propre histoire, je dirais, mais on retrouve assez fréquemment les mêmes personnalités. Alors, profitant de l'arrestation de l'Argentier pour fraude et du droit lignager de sa femme Isabelle de Limeuil, le gentilhomme Lucquois Scipion Sardini, devenant baron du lieu, puis ses fils acquièrent le château et le conservent de 1600 à 1667. À cette date, le château passe par alliance au seigneur de Ruffignac, donc la famille Périgourdine. Le duc de Beauvilliers, qui quant à lui devenu donc duc de Saint-Aignan à la mort de son père, l'achète, donc le rachète à la famille en 1699, et le château donc retrouve son faste passé et accueille même en 1700 le duc d'Anjou, qui cheminait vers l'Espagne pour s'y asseoir sur le trône. Vous voyez, Chaumont-sur-Loire, comme je vous le disais précédemment, a également toute une histoire, tout un vécu. Donc là, nous arrivons donc à l'entrée du domaine donc du château de Chaumont-sur-Loire. Vous allez voir, c'est vraiment très joli, très bien entretenu également. Alors pour continuer un peu donc l'histoire
de ce que je vous ai dit auparavant. Donc, à la mort du duc, une de ses filles en hérite et l'apporte à Louis de Rochechouart, duc de Montemar, son époux. Ce dernier, grand joueur, contracte donc des dettes et doit s'en séparer. Le château va être vendu à un maître des requêtes ordinaires de Louis XV, Monsieur Bertin, qui fait donc certaines modifications, dont l'ouverture sur la Loire, en abattant le corps de logis qui fermait la cour. Vous voyez, quelque part, ça rappelle un peu, oui, l'histoire de Chenonceau qui a subi plusieurs modifications également. Et donc, en 1750, Chaumont passe à un maître des eaux et forêts, Jacques Donatien Le Ray, futur intendant des Invalides, qui y fonde une célèbre manufacture de produits céramiques. Benjamin Franklin, quant à lui, y séjourne et obtient même de son hôte l'envoi d'un navire chargé de munitions destinées aux indépendantistes américains. Après sa mort, son fils tente même de fonder, sans succès, une colonie et une ville sur les bords de l'Ohio qui avait été baptisée Chaumont. En 1810, Madame de Staël, exilée, s'installe au château pendant les aventures de Monsieur Le Ray, fils, bien sûr, Monsieur Le Ray, fils, aux États-Unis. Monsieur Le Ray avait fait de Chaumont une manufacture. Le château devient une ferme après sa cession en 1829 à un certain monsieur d'Echtgoyen. Voilà, chers amis, nous continuerons bien sûr dans le deuxième épisode, donc dans le deuxième documentaire. Voilà, chers amis, nous sommes donc arrivés au bout de ce petit documentaire. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous dis donc à bientôt pour la suite et merci à toutes et à tous. Au revoir.